Grandir dans notre modeste maison à 2 étages, j'ai appris très tôt que ma sœur Élise était différente, spéciale, comme disaient mes parents. J'avais 6 ans quand elle est née, et dès le début, tout dans notre foyer tournait autour de sa santé fragile. « Sophie, ferme cette fenêtre tout de suite », criait maman du rez-de-chaussée. « Ta sœur pourrait attraper froid. » C'était la bande-son de mon enfance, un rappel constant que le bien-être d'Élise était la préoccupation première de tous. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris à quel point nos rôles seraient différents. J'avais 12 ans et Élise venait de commencer l'école primaire. Elle est rentrée un jour avec le nez qui coulait, rien de grave, mais on aurait cru qu'elle avait une pneumonie vu la réaction de mes parents. « C'est de ta faute, Sophie », les mots de papa me transpercèrent comme un couteau. « Tu as dû laisser la porte ouverte trop longtemps quand tu es partie à l'école ce matin. » Je voulais argumenter qu'Élise l'avait probablement attrapé d'un de ses camarades de classe, comme n'importe quel enfant normal, mais je savais qu'il valait mieux ne rien dire. À la place, j'ai simplement hoché la tête et accepté ma punition d'être privée de sortie pour le week-end. Cette même année, maman a commencé à déléguer les tâches ménagères. Pendant que les autres enfants de mon âge jouaient après l'école, j'apprenais à bien dépoussiérer les meubles, passer l'aspirateur et même faire la lessive. Mais maman, pourquoi Élise n'a pas aidé, ai-je demandé un jour, regardant ma sœur affalée sur le canapé devant la télé pendant que je pliais ce qui me semblait être des montagnes de vêtements. La réponse de maman fut rapide et cinglante. « Ta sœur a un système immunitaire faible, Sophie. Les médecins disent qu'elle ne doit pas se surmener. En plus, tu es déjà si douée pour ces choses-là. » C'est devenu le schéma de nos vies. Si quelque chose devait être fait, je le faisais. Si quelque chose allait mal, c'était ma faute. Quand Élise a eu un 1 en maths en CM1, papa m'a privée de sortie pendant 1 semaine parce que j'aurais dû mieux l'aider à étudier. Quand elle a cassé la tasse à café préférée de maman, c'était parce que j'aurais dû la surveiller plus attentivement. Je me souviens d'un incident particulièrement frustrant quand Élise avait 10 ans et moi 16. Elle avait pris mon pull préféré sans demander et avait renversé du jus dessus. Quand je me suis plainte à maman, elle a simplement soupiré et dit « Sophie, tu aurais dû le ranger quelque part où elle ne pouvait pas l'atteindre. Tu sais à quel point elle peut être maladroite. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rêver de l'université, d'évasion. Je me suis plongée dans mes études, sachant que l'éducation était mon ticket pour la liberté. Chaque fois que je me sentais submergée par l'injustice à la maison, je canalisais cette énergie dans mon travail scolaire. Mes professeurs ont remarqué mon dévouement et mes notes étaient excellentes. Mais à la maison, même mon succès académique était en quelque sorte tordu pour souligner les difficultés d'Élise. « Tu vois comme c'est facile pour Sophie », disait maman à Élise. « Tu as juste besoin d'essayer un peu plus fort, ma chérie. » Mais Élise n'avait jamais besoin d'essayer plus fort, parce qu'il y avait toujours des excuses prêtes pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas réussir, et j'étais toujours là pour compenser ses lacunes. Le jour où j'ai obtenu mon baccalauréat, tout a changé. J'avais déjà accepté que l'université n'était pas dans mon avenir. Nous n'étions pas exactement riches, et je supposais que toutes les économies iraient à l'éducation d'Élise. J'avais regardé les offres d'emploi, prévoyant de travailler au café local tout en suivant quelques cours au lycée technique et du Coin. Ce soir-là, après toutes les cérémonies de remise des diplômes, maman et papa m'ont appelé dans le salon. Élise était affalée sur le canapé comme d'habitude, jouant sur son téléphone. « Sophie, assieds-toi », dit papa, sa voix inhabituellement sérieuse. « Nous devons parler de ton avenir. » Mon estomac se noie. Voilà, pensais-je. Le discours sur la responsabilité, sur l'aide à la famille, sur la mise en attente de mes rêves. Maman sortit une enveloppe de son sac et la fit glisser sur la table basse. « Nous avons économisé, dit-elle. Depuis que tu étais petite. » Mes mains tremblaient en ouvrant. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire montrant un compte à mon nom avec assez d'argent pour 4 ans à l'université de l'État. Mais je pensais. Bégayai-je, regardant entre eux et le papier dans mes mains. Nous pouvons voir à quel point tu réussis bien, expliqua maman, jetant un bref coup d'œil à Élise qui faisait semblant de ne pas écouter. Et Élise, eh bien, l'université n'est peut-être pas dans son avenir. Nous avons pensé que cet argent serait mieux dépensé pour toi. J'étais sans voix. Pour la première fois de ma vie, je recevais quelque chose qu'Élise n'avait pas. C'était étrange,
presque mal après toutes ces années. Mais papa ajouta, son ton devenant sévère, « Nous avons besoin que tu nous promettes quelque chose. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Quand tu auras fini l'université et que tu auras un bon travail, tu aideras la famille. N'oublie pas ta sœur. » « Bien sûr, dis-je rapidement, encore abasourdi par ce revirement de situation. « Je promets. » Élise se leva soudainement et sortit en trompe de la pièce, claquant sa porte à l'étage. Maman soupira mais ne la suivit pas, un contraste frappant avec la façon dont il la choyait habituellement à chacune de ses humeurs. Cette temps-là, j'ai fait mes valises et je suis partie à l'université de l'État, à 3 États de distance. La distance était comme une liberté. Pour la première fois de ma vie, je pouvais ouvrir des fenêtres sans m'inquiéter que quelqu'un n'attrape froid. Je pouvais étudier sans être interrompue pour aider aux tâches ménagères ou surveiller Élise. 2 mois avant l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu une offre que je ne pouvais pas refuser, un poste chez Anderson & Global, l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville. Le salaire était excellent et l'opportunité trop belle pour la laisser passer. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils ont été étonnamment compréhensifs sur le fait que je ne rentrais pas à la maison. J'ai trouvé un appartement décent pas loin du bureau et je me suis installée dans ma nouvelle vie. Je suis restée en contact régulier avec ma famille, les appelant chaque week-end. Nos conversations tournaient généralement autour d'Élise, comment elle se cherchait encore après le lycée, ne travaillant pas à l'université, juste existant. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas responsable de résoudre cette situation. 3 ans après avoir commencé chez Anderson & Global, maman m'a appelé avec ce ton dans sa voix, celui qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. J'étais en train de revoir des rapports trimestriels quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. « Sophie, ma chérie, commença-t-elle, sa voix douce comme du miel. Tu sais qu'Élise a tellement de mal à trouver du travail. Ton entreprise a tellement de succès, continua-t-elle. Tu ne pourrais pas mettre un bon mot pour ta sœur? Peut-être lui obtenir un poste là-bas? Elle est très intelligente, tu sais. » Mon estomac se noua. Comment pouvais-je expliquer qu'Élise, qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'était pas allée à l'université, ne passerait pas le premier tour des candidatures dans une entreprise comme Anderson & Global? Eh bien, dis-je prudemment, nous avons effectivement quelques postes ouverts. Laisse-moi t'envoyer le formulaire de candidature pour qu'Élise puisse voir quelles sont les exigences. Ce soir-là, j'ai transmis le formulaire de candidature standard à l'adresse email d'Élise. Les exigences étaient claires comme de l'eau de roche, diplôme universitaire requis, maîtrise des systèmes SAP et Oracle, maîtrise de 2 langues étrangères en plus du français, minimum 5 ans d'expérience pertinente préférée. Après cela, maman a arrêté de me demander de trouver un travail à Élise dans mon entreprise. La vie a continué. J'ai travaillé dur, j'ai été promu 2 fois et j'ai commencé à constituer une épargne décente. L'idée d'acheter mon propre logement a commencé à prendre forme. Plus de loyer, un endroit que je pourrais vraiment appeler le mien. 2 ans plus tard, j'ai décidé de rentrer à la maison pour la première fois depuis des mois. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, la peinture s'écaillant par endroits. Élise y vivait toujours, affalée sur le même canapé, faisant défiler son téléphone comme quand nous étions adolescentes. Pendant le dîner, j'ai partagé mes projets. J'ai fait des économies, dis-je en poussant mes petits pois autour de mon assiette. Je pense à acheter un appartement. Le marché est bon en ce moment, et avec mon score de crédit, je pourrais obtenir un taux hypothécaire décent. La table est devenue silencieuse. Maman et papa ont échangé des regards pendant qu'Élise semblait soudainement très intéressée par sa purée de pommes de terre. 1 semaine plus tard, maman a appelé. Sa voix était différente cette fois, inquiète, presque désespérée. « Sophie, ma chérie, il faut qu'on parle, commença-t-elle. Ton père ne va pas bien. Son dos le fait souffrir à nouveau et il ne peut plus prendre ses heures supplémentaires au travail. » J'ai écouté alors qu'elle énumérait leurs problèmes. Le toit qui fuit, la plomberie désuète, les murs qui avaient besoin d'être repeints. Chaque problème était accompagné d'un prix. On arrive à peine à joindre les 2 bouts, dit-elle, sa voix se brisant. Et après tout ce qu'on a fait pour toi, ma chérie. L'argent pour l'université, te donnait une chance d'avoir une bonne vie. Maintenant, c'est à ton tour d'aider ta famille, Sophie.
Il a besoin de toi. Voilà. Le rappel de ma dette envers eux, l'obligation que j'avais promis de remplir toutes ces années auparavant. Le rêve de mon propre appartement semblait s'estomper à chaque mot que ma mère prononçait. Après cet appel téléphonique, j'ai passé plusieurs nuits blanches à réfléchir à la situation de mes parents. La culpabilité me rongeait. J'étais là, à planifier l'achat d'un appartement, alors qu'ils ne pouvaient même pas réparer leur toit qui fuyait. Finalement, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai rappelé maman un dimanche matin. J'ai réfléchi à ce que tu as dit et je commençais, essayant de garder ma voix stable. Je veux aider. Je vais vous donner accès à mon compte. Vous pourrez dépenser jusqu'à 1 500 € par mois. Ça devrait couvrir les réparations et aider pour les factures. Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps que je pensais que nous avions perdu la connexion. Puis la voix de maman revint, épaisse d'émotion. Sophie, c'est tellement généreux. C'est une si grosse somme, on n'aura probablement même pas besoin d'autant. Juste assez pour les réparations de base et quelques courses. Je l'ai guidé pour configurer l'accès sur son téléphone. N'oublie pas la limite, lui ai-je rappelé. 1 500 € par mois. Bien sûr, m'a-t-elle assuré. Il fera très attention. Les premiers mois se sont bien passés. J'étais occupée au travail et je vérifiais à peine l'activité du compte, mais quand j'y jetais un coup d'œil, je voyais des retraits modestes. 700 € ici, 800 € là, principalement des magasins de bricolage, des courses et des factures de services publics. Il semblait qu'ils étaient responsables avec l'argent, comme maman l'avait promis. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Les montants ont commencé à augmenter progressivement. 900 € un mois, mais 100 € le suivant. J'essayais de ne pas m'inquiéter. Après tout, ils étaient encore sous la limite et les réparations de la maison pouvaient être coûteuses. Puis est venue la notification qui a tout changé. J'étais en réunion quand mon téléphone a vibré avec une alerte que j'avais configurée pour les gros achats. 2000 € chez l'ex-boutique. J'ai failli lasser mon téléphone. Ça ne pouvait pas être vrai. Dès que la réunion s'est terminée, j'ai ouvert les détails de mon compte. C'était là, noir sur blanc, un achat de 2000 € dans l'une des boutiques de vêtements les plus chères de leur région. J'ai fixé l'écran, incrédule. Je n'avais même jamais fait de shopping là-bas moi-même. Avec mon objectif d'épargne pour l'appartement, je ne pouvais pas justifier de dépenser autant en vêtements. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le numéro de maman. Maman, je viens de recevoir une notification pour un achat de 2000 € chez Luxe Boutique, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une pause, puis un rire nerveux. Ça. Eh bien, tu sais, mon anniversaire approche le mois prochain, dit-elle, sa voix anormalement joyeuse. J'ai vu cette robe absolument magnifique et j'ai pensé, eh bien, je me suis sentie tellement déprimée dernièrement avec tous nos problèmes, je voulais juste me faire un petit plaisir. D'accord, ai-je dit, voulant éviter une dispute. S'il te plaît, tiens-toi en juste à la limite dont nous avons convenu. Bien sûr, ma chérie, dit-elle rapidement. Puis elle ajouta, au fait, j'attends toujours mon cadeau d'anniversaire de ta part. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Je suis restée assise là après avoir raccroché, fixant l'activité du compte sur mon écran. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus exactement. Ce n'était pas seulement à propos d'une robe. C'était à propos de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne voyais pas encore. À partir de là, j'ai commencé à vérifier mon compte plus régulièrement, configurant des alertes détaillées de transactions sur mon téléphone. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Le modèle de dépenses s'intensifiait à un rythme alarmant. Maman avait dépassé la limite de 1 500 € comme si elle n'existait pas. Un mois, c'était 2000 €, puis 2 500 €, et avant que je ne m'en rende compte, certains mois atteignaient 4000 €. Mon compte d'épargne, que j'avais soigneusement alimenté pendant des années avec des rêves de mon propre logement, rétrécissait au lieu de croître. Un soir, après avoir vu encore une autre grosse transaction, j'ai ouvert mon compte sur mon ordinateur portable et créé une feuille de calcul. Les chiffres étaient là, noir sur blanc. En quelques mois seulement, ils avaient dépensé plus que ce que j'avais dépensé en une année entière. Mes propres dépenses mensuelles étaient modestes,
loyer, factures, courses et le dîner occasionnel avec des collègues. Je conduisais une voiture d'occasion, achetais mes vêtements en solde et apportais mon déjeuner la plupart des jours. Pendant ce temps, mes parents dépensaient supposément des milliers en quoi exactement ? J'ai décidé qu'il était temps de faire une visite. Je devais voir ces améliorations de la maison par moi-même. Maman, ai-je dit quand je l'ai appelée, je pense venir à la maison le week-end prochain. Ce serait sympa de célébrer ton anniversaire en personne et j'aimerais beaucoup voir cette robe que tu as achetée. En plus, tu pourras me montrer toutes les réparations que vous avez faites à la maison. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Quand maman a finalement parlé, sa voix avait d'un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. « Oh non, ma chérie, ne viens pas, dit-elle rapidement. Je ne fête pas vraiment mon anniversaire cette année. Je ne me sens pas d'humeur. Mais maman, je ne suis pas rentrée depuis des mois et j'aimerais vraiment voir. » Non, me coupa-t-elle sèchement, puis adoucit immédiatement son ton. Ce n'est tout simplement pas un bon moment, Sophie. Mais tu peux envoyer mon cadeau d'anniversaire par la poste si tu veux. Cet appel a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. J'ai passé toute la nuit à passer en revue 6 mois de relevés bancaires, ligne par ligne. Plus je regardais, moins cela avait de sens. Il y avait des frais de magasin où je savais que ma mère n'irait jamais faire ses courses, des restaurants qui restaient ouverts jusqu'à 2 heures du matin, des bars dont je n'avais jamais entendu parler. Les dépenses de réparation de la maison étaient là, mais elles étaient minuscules comparées à tout le reste. 150 € chez Leroy Merlin, 200 € dans un magasin de plomberie. Ces sommes étaient éclipsées par des frais de boutique haut de gamme, de bijouterie et de magasins d'électronique. Quelqu'un avait acheté un smartphone à 1 200 € le mois dernier. Ma mère utilisait toujours le même téléphone à clapet qu'elle avait depuis des années, disant qu'elle n'avait pas besoin de quelque chose de fantaisiste. Le schéma a commencé à émerger comme une image qui se met au point. Bar pour adolescents, boîte de nuit, magasin de vêtements de créateurs, boutique de maquillage, salon de manucure. Ce n'étaient pas les dépenses de mes parents vieillissants qui avaient du mal à joindre les deux bouts. C'étaient les dépenses de quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui aimait faire la fête, quelqu'un qui avait des goûts coûteux et pas d'emploi. Élise. La réalisation m'a frappée comme un coup physique. Toutes ces fois où maman avait parlé du toit qui fuyait et de la plomberie cassée, toutes ces culpabilisations pour aider la famille. C'était un écran de fumée. Mes parents prétendument en difficulté n'utilisaient pas mon argent pour réparer leur maison. Ils finançaient le style de vie extravagant de ma sœur. Je me suis sentie malade en faisant défiler transaction après transaction. Une journée spa à 300 €, une séance de shopping de 500 € dans un outlet de marque, des additions de bar de 200 € plusieurs fois par semaine. C'était pour ça que maman ne voulait pas que je vienne en visite. Il n'y avait pas de réparation majeure à voir, pas d'amélioration à montrer, juste Élise qui vivait aux frais de la princesse avec mon argent pendant que je me serrais la ceinture et repoussais mes propres rêves. J'ai passé la matinée suivante à répéter ce que j'allais dire, faisant les 100 pas dans mon appartement avec mon téléphone à la main. Finalement, vers midi, j'ai passé l'appel. Maman, ai-je dit dès qu'elle a décroché, ma voix plus stable que je ne me sentais, il faut qu'on parle de où va vraiment mon argent. Il y eut une longue pause à l'autre bout. Que veux-tu dire, ma chérie ? Je pense que tu sais exactement ce que je veux dire. J'ai pris une profonde inspiration. Les bars, les vêtements de créateurs, le nouveau smartphone. Ce ne sont pas vos dépenses, n'est-ce pas ? Ce sont celles d'Élise. Je l'ai entendue inspirer brusquement, puis laisser échapper un soupir. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Puis de douces paroles, puis de prétextes. « Eh bien, à quoi t'attendais-tu » dit-elle sur la défensive. « Nous sommes une famille. Élise a aussi besoin de jolies choses. Elle ne peut pas s'empêcher de ne pas avoir encore trouvé sa voie. Maman, vous m'avez menti. Vous m'avez dit que l'argent était pour des réparations de la maison. On en a utilisé une partie pour des réparations, interrompit-elle. Mais Sophie, tu as tellement et Élise a si peu. D'ailleurs, tu nous dois bien ça. Ou as-tu oublié qui a payé pour ta précieuse éducation universitaire ? J'ai presque crié. Et je m'y attendais. La carte de culpabilité ultime. Mais était préparée. En fait, maman,
J'ai fait les calculs hier soir. Chaque dépense des 2 dernières années. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé? J'ai ouvert ma feuille de calcul. Au cours des 24 derniers mois, vous avez dépensé 72 000 € de mon argent. C'est plus que ce que toi et papa avez payé pour mes frais de scolarité universitaire, plus les intérêts. Donc non, je ne vous dois plus rien. La ligne est devenue silencieuse, puis sans un mot de plus, maman a raccroché. Presque machinalement, j'ai ouvert Facebook et tapé le nom d'Élise. Je n'avais pas regardé son profil depuis des mois. J'avais été trop occupée à travailler, trop concentrée sur ma propre vie. Maintenant, je faisais défiler poste après poste, ma colère grandissant à chaque balayage. La voilà, posant avec la robe à 2000 € de luxe boutique, celle que maman avait prétendu être pour son anniversaire. Voilà Élise dans une station balnéaire le mois dernier, se prélassant au bord d'une piscine avec un cocktail chic. Photo après photo, fêtes, clubs et restaurants que je reconnaissais de mes relevés bancaires. Elle portait même les bijoux coûteux que j'avais involontairement payés, se taguant dans tous les endroits chics qu'elle visitait avec mon argent. J'avais besoin de plus d'informations, alors j'ai appelé Tante Marie, qui avait toujours été celle qui disait la vérité dans la famille, la seule personne qui n'avait jamais adhéré au récit Élise ne peut rien faire de mal. Tante Marie, j'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Es-tu allée chez mes parents récemment? Ont-ils fait des réparations? Elle a laissé échapper un rire amer. Des réparations? La seule chose qui a changé, c'est que la maison se dégrade. Ton père ne veut même pas réparer la marche cassée sur le porche d'entrée. Pourquoi tu demandes ça? J'ai expliqué l'argent que j'envoyais, les réparations supposées. À chaque mot, les soupirs de Tante Marie devenaient plus profonds. Oh Sophie, dit-elle finalement. Cet argent ne va pas dans des réparations. Élise ne travaille pas, ne cherche même pas de travail. Elle ne sait que faire la cède tout le temps. Elle fit une pause. Et maintenant, elle essaie d'entraîner ma génie dans ce style de vie aussi. Elle l'invitait constamment à ses fêtes sauvages, lui disant à quel point c'est amusant de vivre libre et facile. Mon estomac était déjà noué, mais ce qu'elle a dit ensuite m'a glacé le sang. Il y a autre chose que tu devrais savoir, continua Tante Marie, baissant la voix. Génie m'a dit ça en confidence, mais tu dois l'entendre. Élise montre une lettre de recommandation, soi-disant de toi. Elle dit qu'elle a fait un stage dans ton entreprise sous ta supervision. Et Zénie l'avait. Elle a ta signature et tout. Élise prévoit de l'utiliser pour postuler chez Carlton Industries. La pièce a commencé à tourner. Une fausse lettre de recommandation avec ma signature. Si Élise se faisait prendre, et elle se ferait prendre, ce ne serait pas seulement sa réputation qui serait en jeu. Ce serait la mienne, celle de mon entreprise. Tout ce pourquoi j'avais travaillé pourrait être détruit. J'ai raccroché avec Tante Marie et immédiatement appelé le service des ressources humaines de Carlton Industries. Mes mains tremblaient alors que j'expliquais la situation. J'ai besoin de signaler une fausse lettre de recommandation, ai-je dit. Ma sœur postule pour un poste en utilisant une lettre falsifiée en mon nom. Je ne l'ai jamais écrite, jamais signée, et elle n'a jamais travaillé dans mon entreprise. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé d'appels de mes parents. Quand j'ai finalement répondu, la voix hurlante de maman a failli me crever les tympans. Comment oses-tu saboter la carrière de ta sœur, hurla-t-elle. Elle était sur le point d'obtenir ce poste chez Carlton Industries. Maman, elle a falsifié ma signature. Elle essayait enfin de faire quelque chose de sa vie, continua maman comme si je n'avais pas parlé. Et tu as tout gâché. Tu as toujours été jalouse d'elle. J'ai entendu du bruit, puis la voix de papa est venue au téléphone, plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. Élise pleure depuis 2 jours à cause de toi, grogna-t-il. C'est ce que tu voulais? Blesser ta sœur? Eh bien, félicitations, tu n'es plus ma fille. Considère-toi comme renié. Papa, elle a commis une fraude. Si vous voulez un jour que je vous pardonne. Il m'a coupé, sa voix froide et calculatrice. Tu devras commencer à nous envoyer plus d'argent. Beaucoup plus qu'avant. Peut-être qu'alors, un jour, nous pourrions envisager de te pardonner pour ce que tu as fait à ta sœur. Les mots de mon père ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Des années de manipulation, de culpabilisation et d'injustice m'ont submergé à ce moment-là, et soudain, tout est devenu limpide. Non, ai-je dit fermement au téléphone. Je ne vous dois plus rien. Je vous ai aidé désintéressement et vous m'avez menti. Si vous avez tant besoin d'argent maintenant, pourquoi ne demandez-vous pas à Élise d'aider? C'est elle qui a dépensé tout cet argent après tout. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon application bancaire et révoqué définitivement l'accès de ma mère à mon compte. En appuyant sur le bouton de confirmation, j'ai senti un poids se lever de mes épaules et un nouveau s'installer dans mon estomac. Je savais ce qui allait suivre. Les appels ont commencé le lendemain matin. Comment as-tu pu nous faire ça? La voix de maman hurlait dans ma messagerie vocale. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu es tellement égoïste. Le message d'Élise a suivi, tu te crois tellement meilleur que tout le monde avec ton travail chic et ta vie parfaite. J'ai supprimé les messages sans les écouter jusqu'au bout, mais ils ont continué à arriver jour après jour. Messages textes, messages vocaux, emails, tous remplis d'insultes, de culpabilisation et de demandes de rétablir leur accès à mon argent. Chacun plus désespéré et en colère que le précédent. J'ai bloqué leur numéro, mais ils ont commencé à appeler depuis différents téléphones. J'ai bloqué cela aussi. Une semaine après le début du déluge, tante Marie a appelé. « Sophie, ma chérie, dit-elle doucement. Je voulais te prévenir. Tes parents appellent tout le monde dans la famille. Ils racontent à tout le monde quelle fille terrible tu es, comment tu les as abandonnés dans leur moment de besoin. » Elle fit une pause. Je connais la vérité, et génie aussi. On a essayé de leur dire qu'ils avaient tort, mais ils ne veulent pas écouter. Je voulais juste que tu saches ce qu'ils font. C'était il y a 3 mois. Maintenant, ma vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Mon compte d'épargne recommence à croître. C'est incroyable à quelle vitesse l'argent s'accumule quand il n'est pas drainé par d'autres. J'ai commencé à sérieusement chercher des appartements, allant à des visites les week-ends. La semaine dernière, j'ai même rencontré un conseiller en prêts immobiliers. Les appels se sont pour la plupart arrêtés, bien que je reçoive encore occasionnellement un message d'un nouveau numéro. Je les supprime maintenant sans les lire. Parfois, je me demande comment vont mes parents. Si le dos de papa empire vraiment, si maman couvre toujours les excès d'Élise. Je me demande si Élise a déjà essayé de falsifier la signature de quelqu'un d'autre, ou si elle vit toujours la grande vie aux frais de quelqu'un d'autre. Mais la plupart du temps, je me concentre sur ma propre vie. Je travaille, j'économise, je passe du temps avec des amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. J'apprends à arrêter de me sentir coupable de prendre soin de moi en premier. Est-ce que je reparlerai un jour à ma famille? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour les choses seront différentes. Peut-être qu'un jour ils comprendront ce qu'ils ont fait de mal, ou je trouverai dans mon cœur la force de leur pardonner même s'ils ne le font pas. Mais pour l'instant, je me concentre sur la construction de la vie que je veux, une vie qui n'est pas alourdie par la culpabilité, l'obligation ou les attentes des autres. Fin de l'histoire.